beaucoup de gens ne réalisent pas que parmi les gens qu'ils rencontrent dans la rue, ouais, ils peuvent rencontrer un malade sans que ça se voit sur son front. Et j'ai découvert que le médecin qui était à La Réunion découvrait la maladie psychique. Il me dit, sortez là dès que vous pouvez de cet hôpital. On cherchait des pistes, on cherchait des voies, quoi. Et en fait, j'ai culpabilisé énormément, parce que pour moi, c'était de ma faute. Et donc, quand j'ai rencontré toutes ces familles, vous imaginez pas le poids que ça enlève. Et donc, du coup, on est présent et on fait de l'information, on voit des gens. Alors, c'est intéressant parce que les gens, ils passent avec leur planche sous le bras ou leur pot de peinture, ils regardent des affiches, etc. Et donc là, c'est vrai que c'est un public assez masculinisé encore, hein, le bricolage. Bon, le monde psychiatrique, c'était un monde qu'on ignorait complètement. Quand on est arrivé ici, on ne savait pas du tout comment ça fonctionnait, rien du tout. Et c'est là que l'UNAFAB nous a apporté énormément, parce que c'est une association d'entraide entre les parents, et on s'est aperçu finalement en entrant à l'UNAFAB qu'on n'était pas tout seul à avoir des problèmes, et qu'il y avait des solutions. Viens avec nous parcours la France, oublie ton mal et ta souffrance, tourne pédale sur ton vélo, puis sur ton vélo. Car les richesses et la vertu, soigne la plus début, peut-être as-tu mal aux fesses, il y a mal aux fesses. Je m'appelle Françoise Rouillard, je vais avoir 75 ans. Mon parcours de professeur en espagnol, j'ai été aussi traducteur expert auprès d'un tribunal de grande instance, car j'ai toujours été toute ma vie sensibilisée aux gens qui ont des difficultés, en particulier les émigrés de Saint-Étienne où j'habitais. Voilà. Et puis, après, j'ai rencontré mon mari dans une association qui s'appelait Frères des Hommes. Nous avions l'intention de partir dans ce qu'on appelait le tiers-monde, les pays en voie de développement, tout ça. Et donc, il m'a eu parce qu'il m'a dit « Est-ce que tu veux partir en Inde ?» Et on n'est jamais allé en Inde, mais bon, j'étais très amoureuse. Et donc, après, nous avons eu 4 enfants. Et à cause de son parcours professionnel, de ses contrat, nous sommes partis d'abord en Allemagne, puis en Algérie, au Niger, pas mal en France. On a déménagé 13 fois et chaque fois c'était intéressant et presque chaque fois j'ai lancé des associations un peu partout. Voilà. Donc on est des militants de base. Ça fait partie de ce que notre génération, des engagements de notre génération. Puisque j'avais 20 ans en 68, je me suis bien battue et je l'ai bien regretté quand j'ai enseigné pour la première fois l'année d'après. Et les élèves, ils avaient un goût de la liberté qui était un peu dérangeant parce que je ne m'étais pas préparée à ça et j'avais leur âge. Donc c'était un peu difficile. Voilà. Mais j'ai bien aimé cette période-là. Voilà. Patrice. Chacun son tour, d'accord. Bon, François a démarré sur le fait qu'on était à Saint-Étienne tous les deux. Moi, je suis originaire du Mans. J'ai 75 ans déjà, moi. Et j'ai commencé mes études au Mans. Et ensuite, je suis parti faire l'école préparatoire aux grandes écoles à Versailles. Et je suis donc rentré à l'école des mines de Saint-Étienne. Je suis ingénieur civil des mines. Et Françoise expliquait que les affectations que j'ai eues m'ont un petit peu baladé, surtout en Afrique, mais pas seulement. Ce dont elle parlait, c'est les endroits où on a séjourné nous-mêmes. Donc, on a fait 2 séjours en Algérie. Et puis, surtout, un séjour très long en Niger pendant 2 ans, en expatriation totale.
À l'époque, on avait déjà 3 enfants, donc il a fallu faire l'enseignement à distance. Et puis quand on est revenu en France, donc on a aussi pas mal déménagé en fonction de mes affectations, parce que j'étais au Charbonnage de France qui a un peu périclité, donc j'ai trouvé un autre travail. Et il se trouve que c'était expert en bâtiment, dans ce qu'on appelle la responsabilité décennale des entreprises. Et donc là, je me suis me suis fait affecter à différents endroits, à La Roche-sur-Yon, et puis ensuite Le Mans, où on est ici depuis 2001. Voilà. Donc, je m'appelle Joël Guilherme, j'ai 69 ans, voilà, et j'étais enseignant spécialisé, directeur d'établissement spécialisé en fin de carrière, et aussi formateur des enseignants spécialisés. Que vous dire, je fais partie encore un petit peu d'un groupe pédagogique qui s'appelle le GDEM, groupe départemental de l'école moderne, pédagogie Freinet. Ça vous dit peut-être pas grand-chose aux jeunes. Hein, c'est un des grands pédagogues du XXe siècle. Je pense que votre professeur connaît. Et donc je suis toujours trésorier, parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais voilà. Je m'appelle Jacques Houdeville, j'ai 85 ans. Je suis né à Alger, je suis dans la 3e génération de Français nés en Algérie. Voilà. Tu as fait des études. Ah oui, c'est vrai. Oh, pardon. Donc pour couper quelque chose là. J'ai fait... Alors, attends, il faut que je... oui. Ça va. J'ai fait des études d'ingénieur en bâtiment et dans ma vie professionnelle, j'ai fait du contrôle technique de la construction et ensuite de l'expertise de sinistres, de dommages affectant des bâtiments. Alors, je m'appelle Guylaine Houdeville, j'ai 82 ans. Mon père était dans l'armée de l'air, ce qui fait que mes études à l'ESC de Marseille, que j'avais commencé à l'ESC de Marseille, je les ai continuées à l'ESC d'Alger, où il avait été muté, et c'est là que j'ai rencontré Jacques. Nous sommes rentrés en 62 avec les événements. Nous sommes rentrés en France. En 63, on s'est mariés. Et on a eu presque tout de suite 3 filles. Nous sommes partis en Afrique, où nous sommes restés 13 ans. D'abord à Douala, au Cameroun, à Libreville, au Gabon, et enfin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où est né notre fils. Le papa de Roxane. Voilà. Nous habitons Coulennes, et nous avons 8 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Donc 4 enfants, 8 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Voilà. Moi, mon travail, c'était un petit peu en fonction de l'endroit où Jacques travaillait. C'est-à-dire, j'ai fait de la coopération, de l'enseignement dans la coopération. J'ai fait de la formation, enfin, je m'adaptais, quoi. Alors, je suis Madame Jackie d'Auteuil. Mon parcours professionnel. Alors, mon parcours professionnel... Ah, tiens, mon téléphone. J'ai fait beaucoup de choses, en fait. Hein. J'ai commencé toute jeune fleuriste. Voilà, apprenti fleuriste, après fleuriste. Ensuite, j'attendais un bébé. Je suis passée de fleuriste à IBM. C'était la grande époque IBM. Donc, je suis allée en stage apprendre le travail de perfo. Après, cette entreprise qui était très connue, hein, qui commençait, les ordinateurs commençaient. Hein. Et donc, nous étions placés après, les employés qui avaient le diplôme, voilà. Ensuite, j'ai continué dans l'industrie. J'étais chez Schlumberger pendant 20 ans. Et en 67, licenciement économique. On était la moitié du personnel à être licencié. Et j'ai repris le premier métier, fleuriste.
Donc j'ai acheté un magasin, parce qu'à cette époque-là, on nous donnait des subventions intéressantes, si on pouvait partir plus vite que, que ce qu'ils voulaient nous virer. Donc j'ai terminé fleuriste, et donc après j'étais sur Paris, j'ai passé toute ma vie à Paris, et à la retraite, je suis venue ici. Parce que sur Paris, trop cher, la ville trop chère, les logements, la vie, etc. J'avais de la famille ici, donc je suis venue habiter au Mans. Je suis membre donc de l'UNAFAM avec ma femme, Dany, depuis environ 17-18 ans, je pense, à peu près. Puisque nous, on a une fille unique, Julie, et il y a quasiment 20 ans cette année que nous avons eu des problèmes avec elle. Elle a disparu à une époque, ce qu'on appelle une errance pathologique. On l'a récupérée au centre de la France et ça a été pour nous le départ d'une histoire assez particulière. Voilà. Alors, autrement dit, il se trouve qu'avec notre fille malade, on l'a accueillie chez nous, alors qu'elle était mariée et elle avait deux enfants. Mais ça n'allait plus du tout et elle a été admise par force à l'hôpital psychiatrique de La Rochelle où elle habitait, alors que nous habitions déjà Le Mans. C'est bien alors on pourra couper parce que là c'est bien ce que je t'ai dit, la façon dont on était reçu. Hein. Alors donc dès qu'on a pu, puisque c'est-à-dire quand on a appris sa situation, on est allé la voir. Bon, comme on travaillait, on a attendu le premier week-end possible. Et on est rentré dans cet hôpital psychiatrique de La Rochelle où elle était admise. Et on a dit, quand on rentre dans cet hôpital, je suppose ça doit être comme dans tous les autres hôpitaux, on passe devant le bureau des infirmiers, etc. Et on a dit, nous venons voir notre fille, Dominique. Elle est dans telle chambre, d'accord. Et je me suis aperçu à ce moment-là, une fois qu'on l'a vue, je me suis dit, je vais retourner à la voiture, j'ai quelque chose à prendre dans la voiture. C'était tout simple. Je prends je fais ce que je voulais faire, je ne sais plus ce que je voulais prendre dans la voiture et je rentre. Et l'infirmier qui nous avait vu passer et qui savait qui était notre fille, il me dit « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Votre fille, je la connais un peu parce que, alors autant que je me souvienne, il l'a croisée dans la commune où ils habitaient ensemble. Ils devaient se croiser de temps en temps, tout simplement. Donc, il la connaissait pas plus que ça, quoi. Mais enfin, il savait qui elle était. Et il me dit une chose surprenante, alors qu'il ne me connaissait pas, à part qu'il savait que j'étais le père de Dominique. Il me dit « Sortez-la dès que vous pouvez de cet hôpital ». Voilà, là, j'ai été très surpris, j'en ai parlé à Guylaine, et on s'est dit, voilà déjà comment le premier contact qu'on a eu avec le domaine médical, psychiatrique, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je suis venue en accueil, parce que j'ai entendu parler de l'UNAFAM en étant au Mans. À Paris, j'ai jamais entendu parler de l'UNAFAM, tout simplement parce que j'ai une fille qui est malade, voilà, maladie psychique. Et donc je la faisais soigner déjà à Paris, mais c'était pas en milieu comme ici, enfin j'avais pas de soutien. Donc je voyais les psys de ma fille, je voyais les psychologues, je voyais tout ça.
Et quand je suis arrivée ici au Mans, j'ai su que l'UNAFAM existait, donc j'ai toqué, je suis rentrée, on m'a accueillie et je suis venue tout de suite dans les réunions, réunions mensuelles, et je me suis tout de suite intéressée parce que ça faisait une vingtaine d'années que je subissais en fait la maladie de ma fille, parce qu'elle était en état suicidaire les 3/4 du temps, et donc j'avais ce magasin à m'occuper, plus ma fille, plus mes employés, etc. Donc ça a été très 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 lourd, et quand j'ai rencontré l'UNAFAM, ça a été un grand soulagement, parce que j'ai rencontré des familles qui ont vécu ce que j'ai vécu. On a expliqué au début, c'est quand on était à La Roche-sur-Yon, on était allé à l'hôpital Mazurel, où notre fils avait fait quelques séjours déjà, de 99-2000. C'était le début. Hein. Et il y avait déjà un local UNAFAM, donc on est allé dans ce local de l'hôpital Mazurel de La Roche-sur-Yon. C'est comme ça qu'on a eu accédé à l'UNAFAM. Ouais. Et le tout premier, moi, c'était une affiche à l'accueil de l'hôpital, et je vois ce truc, c'est quoi? Ah, il faut qu'on y aille, et on s'y est précipité. Et là, on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire, c'est pour ça on s'est senti tout petit. C'était une dame assez extraordinaire qui venait de vivre le deuil justement de sa fille qui s'était jetée sous le métro. Et elle nous a raconté... Extraordinaire, on l'a connu après dans d'autres cas, mais il y a des gens comme ça dont les enfants meurent pour différentes raisons, et en particulier les suicides. Et il y a beaucoup de parents qui restent adhérents à UNAFAM pour faire profiter les autres de leur expérience malheureuse, pour essayer d'éviter que ça se reproduise. Et donc, ça, nous, on a dit, on peut pas... on a besoin de cette l'UNAFAM. Et pour nous, qu'est-ce que c'est l'UNAFAM? C'est une seconde famille, puisque quand on a débarqué en Sarthe, on a débarqué avec la maladie de notre fils. Alors, c'est vrai que mon mari est originaire de Sarthe, mais on n'avait pas de famille, pas d'amis. C'est un peu compliqué quand on arrive à... Quel âge on avait? Une cinquantaine d'années. C'est difficile. Et puis avec la maladie qui occupe beaucoup de place dans la vie, c'est difficile de rencontrer d'autres personnes. Il faut expliquer qu'à l'époque, on hébergeait notre fils quand on est arrivé au Mans, et il habitait chez nous. Et donc ça créait des difficultés de liens sociaux quand même, d'avoir cet enfant à la maison. Quoi. Ouais. Parce qu'il est né en 74, donc on est arrivé en 77, il est né. 77, pardon, il est arrivé. Donc il avait 34 ans à l'époque. Voilà. Ouais. Et donc c'était un peu... Alors il se trouve qu'il s'appelle Tanguy. Quand on a vu le film Tanguy, on était un petit peu gênés parce que le Tanguy du film, c'est tout à fait une autre histoire. Alors, d'abord, on en a entendu parler parce que Jacques travaillait avec Patrick Rouillard. Et Patrick a su que notre fille avait des problèmes psychiques. Donc, il a parlé à Jacques de l'UNAFAM, ce que n'avaient jamais fait les médecins auparavant. Hein. On ne savait absolument pas que l'UNAFAM existait. On se débrouillait tout seul pour trouver des psychiatres, pour savoir ce qu'on devait faire lorsque notre fille était en crise. Et donc, Patrick a parlé de l'UNAFAM à Jacques. On est allé voir un peu à quoi ça ressemblait. Et puis, on est devenu adhérent. Alors ça, je peux vous dire que ça, c'est un oubli aussi de ma part, parce que je comptais bien vous le dire, que quand je suis rentrée à l'UNAFAM, je culpabilisais à mort. Mais quand je dis à mort, c'est pas loin, c'est pas loin, parce que je me disais, je suis pas une mère comme tout le monde, j'ai pas eu une vie comme tout le monde. Voilà. Là, j'ai rencontré des couples qui sont des gens qui, à mon avis, sont des parents, des vrais parents, qui ont un enfant malade ou deux, des fois, et c'est un papa, une maman, qui sont toujours ensemble. Il n'y a pas eu de divorce, parce que moi, évidemment, j'ai une vie un petit peu... voilà, pas de pataquès, mais bon, un peu tumultueuse. Et du coup, moi, évidemment, je culpabilisais énormément. Et c'est vrai que la question que vous vouliez me poser, la voilà, c'est que l'UNAFAM m'a apporté justement une tranquillité. Bon, évidemment, on fait tous des erreurs, mais ça m'a quand même
réconfortée et tranquillisée parce que je culpabilisais en me disant c'est moi qui ai occasionné cette maladie. J'ai pas été ce qu'il fallait que je sois avec ma fille, avec mes filles, j'en ai 2. Enfin, la première, heureusement, n'est pas malade, mais elle aurait pu. Parce que j'étais jeune et que voilà, j'étais pas dans les clous. Donc, oui, effectivement, l'UNAFAM, c'est en définitive, ça nous réconforte et ça nous empêche de culpabiliser parce que notre enfant était fragile, c'est vrai. Moi, elle a commencé par la drogue, alors évidemment que je culpabilisais encore plus que les autres parce qu'une maladie psychique comme un schizophrène, puisque je sais ce que c'est aussi la schizophrénie, là on n'y peut rien. Mais moi, ma fille, elle a commencé par la drogue. Donc quelqu'un qui se drogue, ça rentre pas dans les maladies psychiques. En tout cas, on ne me l'avait pas présenté de cette façon-là. Même les psys que je voyais, ils m'ont pas dit qu'elle avait une maladie psychique. Ils m'ont dit, voilà, c'était un centre de toxicomanes. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Et en fait, j'ai culpabilisé énormément parce que pour moi, c'était de ma faute. Il y avait eu un divorce, j'étais plus avec son père, etc. Et que cette gamine a trébuché à cause de moi. Et donc, quand j'ai rencontré toutes ces familles, vous imaginez pas le poids que ça enlève. Ça va me faire pleurer. Excusez-moi, c'est pas le but. C'est normal. Ça te réfléchit. Bouge pas, je vais te faire une photo. Ah oui, les yeux rouges. Je vais faire une photo quand les yeux rouges. Oui, les yeux rouges. On va dire qu'on vous maltraite, c'est pas le but. Non, c'était... Les années 1960 sont marquées par plusieurs évolutions dans la prise en charge des troubles psychiques en France. Le vieux système asilaire, édifié au XIXe siècle sur le principe de l'isolement, a commencé à se déliter lentement au XXe siècle. Les hôpitaux psychiatriques, nouveau nom que l'on donne à ces institutions à partir de 1937, sont toujours au cœur du dispositif, et le nombre de lits d'hospitalisation ne baisse pas réellement avant les années 1980. C'est pourquoi les films retrouvés de cette époque montrent encore des fêtes gigantesques qui se tiennent dans les hôpitaux et auxquelles participent les familles et les patients. Les kermesses accueillent des centaines de personnes. Des événements sportifs d'ampleur permettent aux institutions médico-sociales de se rencontrer. Des voyages sont organisés et visent à faire sortir quelquefois les patients dont l'hospitalisation est au long cours. Les malades psychiques chroniques sortent donc de l'institution temporairement, mais l'hôpital reste au cœur du dispositif de soins des maladies mentales. Cependant, sans que ce système ne disparaisse rapidement, de nouvelles structures émergent, comme les dispensaires ou les services libres, qui sont destinés à soigner sans internement. La politique du secteur, qui prend corps dans les années 1970 dans la Sarthe, va donner une nouvelle impulsion à la création de structures plus petites, plus insérées dans le territoire. La psychiatrie se déconcentre peu à peu, se déshospitalise lentement. Les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour, vont naître de ce mouvement qui se renforce à la fin du XXe siècle. Pour les familles dont un des membres est malade, cette évolution appelée par nombre de réformateurs et qui vise à désaliéner la psychiatrie, peut avoir des conséquences puisqu'il s'agit désormais pour la société de prendre en charge la maladie mentale dans le milieu d'origine et non plus à l'hôpital, sauf en cas de crise. Le nombre de lits à partir du milieu des années 1980 va diminuer rapidement. Les familles se retrouvent donc logiquement au cœur de ce nouveau dispositif sans que cela ne soit dit officiellement, ni pensé, ni aidé. Si un patient chronique est géré hors de l'hôpital, il l'est bien évidemment le plus souvent par sa famille, s'il en a une. D'autres qui n'en ont pas se retrouvent à la rue et parfois même en prison. Dans ce film démonstratif, il s'agit de montrer que l'hôpital psychiatrique se modernise aussi. Les vieux asiles sont humanisés, ce qui signifie qu'on met fin aux dortoirs collectifs géants pour orienter la réhabilitation des vieux hôpitaux
avec pour objectif des chambres individuelles aux normes hygiéniques. Le nouvel hôpital, inauguré en 1969, est présenté lors de son inauguration par la presse de l'époque comme un hôpital doté d'un confort réel. Conçu sur le principe de l'hôpital village, cet hôpital doté d'une chapelle moderne est parcouru en voiture sur des espaces immenses. Le nouvel hôpital d'Allonnes, centre psychothérapique, dit-on désormais, doit remplacer le vieil asile derrière la gare. Mais les deux structures cohabitent jusqu'en 2011. Dans la Sarthe, peut-être plus qu'ailleurs, la psychiatrie du département est très concentrée sur ces deux hôpitaux psychiatriques. Alors, la réduction de la place de l'hôpital dans le dispositif, la baisse du nombre de lits, confère aux familles un rôle très important. C'est d'ailleurs 10 ans après la création de l'hôpital d'Allonnes que la délégation sartoise de l'UNAFAM est née. Mais revenons d'abord sur la création de l'UNAFAM nationale. L'association naît en 1963. Peu après que les psychiatres réformateurs aient commencé l'introduction dans les textes légaux du principe de sectorisation, c'est-à-dire la prise en charge psychiatrique au plus près des milieux d'origine. Soigner dans le milieu veut dire théoriquement soigner en travaillant, en restant dans son quartier, dans sa famille. L'UNAFAM, à l'origine, a été créée le 1er août 1963 à Paris par des parents qui souhaitaient savoir ce qui se passe derrière les murs, puisque à l'époque, les gens qui étaient hospitalisés étaient derrière les murs, et les médecins psychiatres, et encore aujourd'hui, vous disent nous nous occupons du malade, et de toute façon, il est majeur, donc vous n'avez rien à y faire. Donc nos anciens ont souhaité créer une association. L'Union nationale des familles de malades mentaux et de leurs associations devient association d'utilité publique en 1968. Ce changement permet de créer plus aisément des liens avec les structures médico-sociales, juridiques et scientifiques, tout en continuant d'accueillir de nouveaux adhérents. Au milieu des années 1970, l'UNAFAM est intégrée au Comité national consultatif des personnes handicapées et, par le biais de ses adhérents, a une voix de plus en plus importante dans le débat public et politique pour la valorisation des droits et l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Dès sa deuxième assemblée générale en 1964, l'UNAFAM met en valeur les chercheurs en créant des journées pour la mise en valeur de leurs recherches. En 1973, elle compte plus de 5000 adhérents. Très rapidement, l'UNAFAM voit la création de délégations départementales, sans pouvoir juridique, mais qui permet un rayonnement de ses actions et une mobilisation importante des adhérents. Cependant, ce fonctionnement centralisé freine la reconnaissance des délégations locales et de leurs actions et limite parfois l'autonomie financière. Mais ces problématiques n'ont pas empêché les créations de délégations et les actions pour rassembler les familles et agir ensemble en faveur de la reconnaissance de la souffrance et des difficultés qu'elles subissent à cause de la maladie. Dès 1969, une quarantaine de sections locales existent. Ces sections vont être des moteurs pour la création de foyers. Au tout début, quand je voyais, les médecins disaient que notre fils, c'était une crise d'ado qui se prolongeait. Donc, il y a eu des moments très durs. Donc, je suis allée m'enfermer dans une bibliothèque. Je trouve que les bibliothèques, c'est tellement important. Et j'ai lu tout ce que j'ai pu là-dessus. Et j'ai dit, je suis sûre qu'il est atteint de schizophrénie. Donc, l'UNAFAM, après le diagnostic a été conforté. Et puis, j'ai retrouvé à l'UNAFAM beaucoup d'aide, à savoir dans la formation qu'on a reçue, que je ne savais pas exactement comment nous comporter. On fait énormément d'erreurs. Quand une maladie comme ça déboule, on fait forcément des erreurs, enfin, à moins d'être parfait. Et donc, j'ai compris par les formations qui m'ont appris à comprendre le fonctionnement du cerveau. Et puis, c'était la formation pro-famille avec des soignants, avec une psychiatre bénévole de l'EPSM, qui s'appelait CHS à l'époque. Et puis, l'atelier Prospect, qui est un atelier que j'ai suivi. Mon mari, non, je crois pas. Je suis allé à une séance ou deux. Ouais. Et c'est pour apprendre à se préserver soi-même.
C'est une fonction, les dents, c'est épuisant. C'est épuisant. Donc il faut arriver à... C'était une des premières questions que m'avait dit une psychologue. J'avais envie des envies pas très catholiques vis-à-vis d'elle. Elle m'avait dit, mais madame, vous irez jusqu'où? Et je m'étais dit, mais elle se mêle de quoi? Et puis pourquoi elle dit ça? Et j'étais très très en colère. Après, je comprends pourquoi elle a dit ça. Elle avait raison. Mais bon, faut y aller mollo. Parce que... Alors à l'UNAFAM, il y a des formations de différents niveaux. Donc j'ai fait une formation de base de bénévole, qui dure plusieurs jours à Paris, où en fait on nous donne un peu les bases éthiques d'abord, parce que c'est la base de l'UNAFAM. Quelle est notre éthique au niveau de la maladie, des proches, etc. Et aussi pour connaître un peu les valeurs de l'UNAFAM, parce que quand on est bénévole, on est amené à intervenir au nom de l'association, donc il est normal qu'on soit bien informé là-dessus. Et c'est aussi un fonctionnement assez complexe, donc c'est intéressant de voir aussi comment ça fonctionne, les responsables nationaux, etc. Et puis les délégations, quel est le rôle de chacun. J'ai fait une formation aussi de premier soin en santé mentale, où je peux donc intervenir un peu pour faire de l'information auprès de personnel d'accueil ou bien auprès de pompiers, auprès de gendarmes, etc. Donc je suis formé pour ça. Et j'ai fait une micro-formation au niveau des mandataires judiciaires, parce que au sein de l'association, je m'occupe un petit peu plus de la protection des majeurs, donc des mandataires judiciaires, ce qu'on appelle les mandataires judiciaires, les tutelles, curatelles, etc. Alors ici, dans la délégation, on peut faire plein de formations. Donc les formations que moi j'ai fait, c'est-à-dire Prospect, qui est une formation de 3 jours, qui est organisée par le national et qui se fait par une personne qui est forcément préparé pour ça, qui a fait une formation spécifique, ça dure 3 jours, puis après il y a d'autres formations sur la schizophrénie, etc., etc. Ça permet aux gens d'être à l'écoute, de sentir que l'UNAFAM de la Sarthe peut leur proposer une formation, quelque chose qui les intéresse eux personnellement, et c'est ce qui fait la force de la délégation. Je disais tout à l'heure, d'abord, il y a un écho de gens qui sont dans la même situation que nous, mais on ne passe pas notre temps dans le pathos, quoi. Il y a vraiment un groupe de gens, d'abord que je trouve très motivés, très présents, très masculinisés, ce qui est assez rare dans les associations. Moi, quand on fait un certain nombre, quand vous allez dans certaines associations, où effectivement, culturelles et tout, alors il y a beaucoup d'hommes, et là, beaucoup d'hommes, souvent, sont partis, ont laissé les mères se débrouiller avec l'enfant malade ou la personne malade. Et là, il y a beaucoup d'hommes de présents à l'UNAFAM, et c'est quelque chose que j'apprécie. Et surtout, on a aussi des formations, de l'information, donc on se sent effectivement très entouré quand même, dans tous les domaines. Ça va aussi bien. Par exemple, nous, on se pose la question de l'après, quand on ne sera plus là, notre fille est enfant unique. Quoi faire pour essayer d'anticiper un peu qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, parce qu'on a une maison, on a essayé d'acheter un appartement pour elle à un moment donné, elle sera incapable de gérer tout ça, et même elle risque de dilapider. Donc comment faire? Donc ça, c'est des choses qu'on trouve à l'UNAFAM. On fait venir des notaires, leur donne nos réunions d'information, on fait venir des psychiatres, on fait venir des gens qui nous aident dans les différents domaines. Et donc, effectivement, s'entourer, accompagner, oui. Et j'ai beaucoup appris aussi des collègues, parce qu'on fait les mêmes recherches, on a les mêmes angoisses, en fait. Vous dites, là, ça change, là, vous, l'association, là, vous allez vers les gens, mais c'est toujours vers une autre structure qui s'occupe des personnes. Non. Comment vous pouvez faire pour aller, parce que nous, on est proche de personnes qui peuvent rester chez eux. Ah oui, par rapport à ça. Oui, qui ne sortent pas de chez eux. Donc là, déjà, s'ils viennent faire une visite, la moitié du travail est fait. Mais pour nous, en tant que parents, ce qui est difficile, c'est de justement trouver un tiers qui va nous aider à faire sortir le jeune ou le moins jeune. Ben, ouais. Voilà, parce qu'il y a des cas où le nôtre, là, par exemple, il est allé à la mission locale, c'est une victoire. Il a pu aller se déplacer, etc. Après, la mission locale, elle a contacté un autre organisme, etc. Mais ce qui était dur, c'était d'en arriver là. La création officielle de l'UNAFAM 72 intervient quelques mois plus tard, en 1980.
Son premier président est Norbert Vallée, un infirmier en psychiatrie. Un peu plus d'1 an après sa création, l'UNAFAM 72 crée l'association de gestion des structures intermédiaires, AGESTI. Ses bureaux sont installés au 134 rue Voltaire, au Mans. Les statuts de l'association montrent leur engagement à participer à toute action favorisant la réhabilitation de personnes confrontées à des difficultés psychologiques ou handicapées par suite de troubles psychiques. En 1981, son objectif est de créer, construire et gérer un projet de foyer d'hébergement. Cependant, ce projet n'est pas accepté. Le projet de création d'un centre d'aide par le travail est retenu. En 1982, le centre d'aide par le travail du Mans-Nord, aussi appelé Catmanor, voit le jour. Il est situé à la Chapelle-Saint-Aubin. En 1990, Norbert Vallée renonce à la présidence de l'AGESTI et devient vice-président de cette dernière. La délégation est principalement subventionnée par plusieurs collectivités, le département de la Sarthe, la ville du Mans et la ville de Changé, ainsi que par l'Agence régionale de santé Pays de la Loire. Les locaux actuels de la délégation se trouvent 52 rue Chanzy, au Mans. De plus, l'association organise tous les premiers mercredis de chaque mois une réunion mensuelle des membres du bureau, puis des familles. Des moments conviviaux sont également organisés. La galette des rois en janvier, le verre de l'amitié après la réunion annuelle en mars, le repas de juin et le repas de Noël en décembre. Lorsque des familles veulent adhérer à l'UNAFAM 72, elles sont reçues au local de l'association, qui est situé dans les locaux de l'EPSM, établissement public de santé mentale. Les familles sont reçues le lundi après-midi ou sur rendez-vous et accueillies par 2 bénévoles formés à l'échelle nationale. Dans la Sarthe, 10 personnes sont habilitées à recevoir des proches. Dès leur arrivée, les familles reçoivent gratuitement une journée d'information sur les maladies psychiques. L'UNAFAM propose ensuite des groupes de parole axés sur la pathologie concernée. Les groupes réunissent les parents, les conjoints, les aidants familiaux, ainsi que leurs proches atteints de troubles psychiques. Il y a également des groupes fermés et des groupes ouverts. Tous ces groupes se réunissent 1 fois par mois autour d'un psychologue. En 2022, l'UNAFAM est composée de 185 familles adhérentes, ce qui représente en moyenne une cotisation annuelle de 65 € par famille qui est reversée à l'UNAFAM nationale. Les groupes d'entraide mutuelle, GEM, est une association qui permet aux usagers de ne pas s'isoler et d'extérioriser leurs sentiments. L'association met à la disposition des malades des animateurs qui proposent des activités et des divertissements. Les personnes qui veulent être accueillies donc téléphonent, prennent rendez-vous parce que on a un planning avec toutes les bénévoles qui s'inscrivent pour venir accueillir des personnes. Donc c'est ici, dans ce bureau-là, on accueille les gens. Quelquefois ils viennent seuls, des fois accompagnés, des fois en couple, quand les parents, quoi, ou des fois comme hier, c'était une dame avec sa maman. Voilà. Donc on est toujours 2, et ça c'est très bien, parce qu'après, déjà, à 2, on peut mieux répondre à toutes leurs questions, parce qu'il y a des choses qui peuvent m'échapper, un mot qui m'échappe, c'est forcément, hein, on a des trous de mémoire, ce qui m'arrive quand même assez souvent. Et donc à 2, et puis après la séance, on va dire, la rencontre, on se reparle si ça a été quelque chose d'assez dur, parce que finalement, on écoute ces personnes pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. Souvent, ça dépasse d'ailleurs, parce que théoriquement, c'est 1 heure maxi. Quelquefois, ça dépasse parce que voilà, ils sont partis sur leur explication et puis ils veulent nous donner des précisions. Comme on les écoute, voilà, ils sont pris par leur histoire. Et donc, après, on fait remplir des fiches, on leur donne évidemment des prospectus, tout ce qui a rapport à leurs soucis premiers, quoi, hein. Après, ils peuvent revenir, on leur propose des ateliers, on propose des groupes de parole, on propose les rencontres par mois, là, les rencontres familiales. Donc on explique un petit peu, mais en fonction de... On les écoute surtout, c'est ça qui est très important. Ils se sentent écoutés, compris. Donc ça, c'est
le b.a.-ba de notre travail d'accueillant. Et on peut dire que au sein des familles, ben, il y a une ligne de partage qui s'installe entre les gens qui comprennent et les autres qui ne comprennent pas, comme dans la société. Hein. Ceux qui vous disent ils n'ont qu'à la secouer, ils n'ont qu'à lui donner un coup de pied aux fesses, ça ira peut-être mieux, plutôt que qu'elle soit présente à ne pas faire grand-chose ou à être là, quoi. Hein, si elle allait travailler ou faire autre chose, peut-être que ça irait mieux. Donc effectivement, dans les familles, il y en a qui comprennent, d'autres pas du tout. Ben, ça fait que cette ligne de partage fait que vous faites une forme de tri à un moment donné, quoi. Il y a des gens qu'on voit plus, il y a des gens qu'on voit moins, il y a des amis qu'on voit plus du tout, il y en a d'autres qu'on voit différemment. C'est un cataclysme dans une famille. C'est un cataclysme, mais c'est aussi une richesse. Peut-être j'en parlerai à des moments donnés, parce que ça vous amène beaucoup de choses au niveau de la compréhension des autres, au niveau de la compréhension de la société aussi. Vous apercevez que les choses ne sont pas si simples, quoi, qu'on voudrait qu'elles soient. La délégation organise tous les mois une réunion pendant laquelle des intervenants viennent nous parler de ce qu'ils font, du service dans lequel ils travaillent. Par exemple, des infirmiers et infirmières de l'EPCM. Et c'est extrêmement intéressant pour mieux connaître le système de santé, de la santé psychiatrique. Voilà. Et après ces interventions, qui nous apportent beaucoup, donc, on parle entre parents, on se donne des nouvelles, et on se sent beaucoup moins seul, et même si on n'apporte pas de solution, disons qu'on sait écouter parce qu'on connaît les mêmes choses. Oui, il y a aussi le fait que à propos de ces réunions mensuelles, ça permet aux parents qui en ont, je dirais, qui n'en peuvent plus, d'extérioriser ce qu'ils ressentent en eux-mêmes. Et je pense que même simplement pouvoir le dire, même s'il n'y a pas d'autre, il n'y aura pas de solution miraculeuse, je pense que ça les soulage. Hein, voilà. Nous, en définitive, avec notre fille Dominique, on a passé ce stade, hein, puisqu'elle est stabilisée. Mais on comprend, à la fin de chaque réunion, vers la fin, chacun peut prendre la parole et on entend souvent des parents qui vraiment n'en peuvent plus. Ils sont confrontés à des situations extrêmement difficiles. Ah ouais. Surtout ceux dont les enfants sont encore chez eux, parce qu'ils ne sont pas capables de mener leur propre vie. Et vraiment, c'est une vie très, très, très difficile. Très épuisante aussi. Moi, j'ai participé à un moment donné à un groupe de parole avec un psychologue, par exemple, et avec d'autres proches. Et on s'aperçoit que les gens emploient les mêmes mots, disent exactement la même chose. À la fois dans la détresse, dans la perception de la maladie, dans les réactions des personnes malades, etc. Vous entendez les autres qui disent exactement pareil. Et effectivement, ça nous a conforté que, bah oui, parce qu'on se sent toujours un peu quand même, non pas coupable, mais on se dit, pourquoi ma fille, pourquoi un tel, pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'on a fait pour en être là, quoi. Et donc, d'entendre les autres, d'abord les voix des autres, ça nous apporte énormément. Alors, l'UNAFAM ne peut pas, dans ses statuts, gérer directement un organisme qui s'occupe des personnes en situation de handicap. L'UNAFAM, donc de par son nom, l'UNAFAM, c'est les familles. Mais pour les personnes qui sont handicapées, il y a des associations spécifiques, dont une qui a été créée il y a 40 ans par l'UNAFAM Délégation Sarthe, qui s'appelle l'Adjesti et qui est basée à Saint-Saturnin pour ses locaux de travail et rue Voltaire pour son siège social au Mans. Et puis, d'un autre côté, ils ont créé également, il y a une quinzaine d'années,
un GEM qui s'appelle GEM Tégirac, qui est rue nationale au Mans, qui accueille des personnes en situation de handicap et qui se réunissent régulièrement, toute la journée, pour faire des activités entre eux, des activités initiation à l'informatique, initiation au cours d'anglais, etc. Mais ce sont uniquement des personnes qui sont atteintes de maladies psychiques, qui se reconnaissent entre eux et qui font des activités de loisirs. J'ai toujours été très... Par mon métier d'enseignant, j'avais remarqué des personnes qu'il ne fallait surtout pas trop déranger. Je me rappelle d'un malabar avec une casquette. Et je lui avais posé une question, et il m'avait dit « Vous m'agressez, madame ?» Et j'ai dit « Oula, d'accord. » Bon, je ne l'ai plus jamais embêté. Et puis un jour, il est venu vers moi. Et puis, donc, c'était important pour moi, cette attention que j'ai naturellement vers les gens qui ont des soucis. Donc, très rapidement, avec l'accord de mon mari, en 2003, on a commencé, donc on venait à inviter chez nous en vacances les malades. Et donc on a participé. Alors on déborde tout à fait du rôle administratif, faut préciser. Voilà, c'est pas administratif, mais c'était un rôle social en tant que... Voilà, c'était la suite. Et très rapidement, on a donc constitué ce qui est devenu un GEM, qui porte le nom de notre maison de vacances à Pornic. Voilà. Et c'est en lien avec l'univers du Sahel. C'est toute une histoire, mais ça représentait bien pour nous la psychiatrie. La maladie psychique est vécue comme... Enfin, tout ce qui entoure le malade, c'est un petit peu la difficulté que nous, on voyait de ces peuples touaregs qui étaient isolés, mais qui, eux, par contre, partageaient toujours avec le malade. C'était beaucoup de solidarité dans le monde, mais quand même, dans cet univers qui, pour moi, est hostile, c'est le désert. Et c'est extraordinaire d'arriver à constituer un lieu aussi solidaire dans un univers aussi difficile. Et je l'ai souvent comparé à ce que vivent les personnes malades. À toi. Moi, je me considère comme une petite main. Mais je suis disponible, par exemple, là, c'est la semaine européenne de l'emploi, je le disais tout à l'heure. Donc là, j'étais à Leroy Merlin lundi, je vais y retourner samedi, parce qu'en fait, on a un stand, et il y a un adhérent qui est en train de développer au sein de Leroy Merlin une philosophie justement par rapport au handicap et à l'emploi. Il est un des responsables de Leroy Merlin, et il a avec son responsable, lui, le PDG, quoi. Ils sont entièrement d'accord avec cette avancée et donc du coup on est présent et on fait de l'information, on voit des gens. Alors c'est intéressant parce que les gens ils passent avec leur planche sous le bras ou leur pot de peinture, ils regardent des affiches, etc. Et donc là, c'est vrai que c'est un public assez masculinisé encore, le bricolage, mais c'est intéressant justement d'ouvrir l'UNAFAM, vous disiez la philosophie de l'UNAFAM, on essaie de s'ouvrir à tous les niveaux, quoi. Si je suis là, justement, c'est qu'on cherche... À une époque, l'UNAFAM était assez dans la maladie psychique uniquement, quoi. Et maintenant, on est présent à bien des niveaux, à bien des endroits, quoi. Et y compris dans les structures, parce que là, moi, j'admire les responsables, les délégués, là. Ils vont dans les grandes réunions avec l'ARS, avec le département, avec la préfecture, avec tout le monde. Non, on est très présent partout. L'objectif 2023, c'est de faire des stages à des travailleurs handicapés et de se dire ils vont participer à la vie de l'entreprise Leroy Merlin, de les former, de leur faire découvrir des métiers et puis à un moment donné, c'est pour tout le monde pareil, il suffit d'être là au bon moment, au bon endroit, il y a besoin d'un emploi et si à un moment donné on a travaillé avec Cap Emploi, avec telle personne ou un ESAT, la Gesti, peu importe, et de se dire mais on a vu il y a 15 jours, un travailleur, mais il peut faire ça. Il peut faire ça. Quitte à adapter effectivement le poste, etc. C'est parti. Donc le truc, il est là. Si dans les années qui viennent, Leroy Merlin-Mulsanne peut d'abord développer un maximum de stages, ça c'est très bien. Et puis si, ça on le voit à très long terme, c'est pas au bout d'un an ou deux, mais de se dire d'abord c'est rentré dans l'ADN de Leroy Merlin-Mulsanne, c'est super. Et puis de se dire en 10-15 ans, moi je serai peut-être à la retraite,
Mais on se dira, mais on a créé quelques emplois avec des travailleurs handicapés ces 10-15 dernières années, et c'est génial. Parce que là, sur le coup, tous ces stages ont contribué à des formations, d'une, mais a permis aussi d'embaucher des travailleurs handicapés. Et ben moi je dis que c'est bonheur, c'est génial, et puis il faut continuer comme ça, il faut que ça rentre dans l'ADN, et puis voilà, et puis là on a le sourire, et puis on est super content. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est une anecdote. Bah, vas-y. Une fois, l'UNAFAM avait, je me souviens, des documents informatifs Des flyers. À mettre à disposition de tout le monde. Et j'avais un certain nombre de documents. Et je suis allé à la mairie de Coulennes pour dire est-ce que il y a toujours des documents qui sont exposés à l'entrée et que les gens peuvent consulter, éventuellement emporter pour les étudier plus profondément. Et donc il y avait une secrétaire, qui était là, un agent d'accueil pour ça. Et je dis, voilà ce que je veux mettre. Alors elle a regardé, et je ne sais pas la vraie raison pour laquelle elle a refusé. En fait, elle a dit ça, mais tout ça, c'est pour les gens de Coulennes. Alors, je n'ai pas eu le réflexe de lui dire, mais il y en a dans Coulennes. On sait très bien que il y a un pourcentage de malades. À Coulennes, il y a 7000 habitants. 1, quelque chose de 7000, ça fait une centaine. Mais ces malades, les familles ne les montrent pas à tout le monde. Et donc, ça faisait quand même 400 à 500 personnes dans Coulennes qui sont concernés par ce problème. Je n'ai pas pensé à lui faire ce raisonnement. Et finalement, je n'ai pas pu mettre ces documents qui auraient pu concerner une partie de la population de Coulennes. Et dans la population générale, les attitudes sécuritaires sont tout à fait le contraire. C'est-à-dire que le malade est dangereux, il faut le rejeter, etc. Alors qu'une partie de la guérison, c'est justement qu'ils se sentent compris. C'est le mot essentiel qu'il faut, se sentir compris. Et quand vous prononcez le mot handicap, tout de suite, au niveau des gens quand même, ça devient, on dit plus folie maintenant. C'est un mot qu'on entend de moins en moins, il est fou, elle est folle, etc. Moi quand j'étais jeune, j'entendais ça. On entendait, il y a les fous qui se promènent dans le village. Ça voulait dire en fait ceux qui étaient sortis de l'hôpital, plus ou moins pas psychiatrique, mais de l'hôpital quand même. Mais c'était des personnes déficientes intellectuelles. On dit plus ça, mais il existe quand même une peur sociale encore de la maladie psychique. Et donc les gens que ça intéresse, ils nous demandent. C'est-à-dire ce sont les mêmes avec qui vous aviez déjà continué à avoir des relations. Les autres, ils préfèrent. Tant que c'est pas moi, en gros, c'est ça. Tant que c'est pas moi, tant que c'est pas mes proches. Alors la maladie, oui, ça a changé, c'est vrai, ça a changé par rapport justement à 20 ans en arrière. Les gens n'en parlaient pas trop, hein.
Et même à la télé, on entend quand même beaucoup parler, les bipolaires, les schizophrènes, ça, il y a les émissions à la radio. Bon, j'écoute pas la radio, mais je vois à la télévision, déjà, on en parle beaucoup. Et puis, les gens aussi ont moins de crainte à en parler. Alors, sauf dans les petits villages, justement, j'ai un cas d'hier, que j'ai accueilli des personnes qui sont en campagne. Et alors, la dame qui était âgée, elle craint un peu les voisins, elle craint un peu que ça ne soit pas bien compris, ou que, oui, dans la famille, il y a un fou, enfin, ça en est là encore, hein, dans certains secteurs. Mais comme j'étais moi sur Paris, de toute façon, on s'en fout un peu de ce que pensent les autres. Mais ici, depuis que je suis en Sarthe, quand même, je vois qu'il y a quand même une grosse différence. Parce que, voilà, quand on a un enfant ou une personne malade, bon, bah, malade psychique, ouais, c'est pas des fous, hein, on le sait ça depuis toujours. Mais dans les campagnes, ça a l'air de résister. Bon. Et que la maladie psychique, eh ben, ma foi, c'est une maladie comme une autre. Et on n'en guérit pas. Mais on peut arriver à une stabilisation qui permet de mener une vie normale. Ce que les employeurs, malheureusement, n'ont pas encore compris. Puisque l'emploi des personnes handicapées psychiques est a un taux très bas. Ils préfèrent souvent employer un handicapé physique qu'un handicapé psychique, parce qu'ils pensent qu'un handicapé psychique va leur poser des problèmes. Des problèmes du fait de leur réaction par rapport à ce qu'ils vont rencontrer dans leur travail. Ah oui, l'anecdote. Alors l'anecdote, lorsque je suis arrivée donc la première fois à l'UNAFAM, j'avais été accueillie bien entendu, et puis première réunion mensuelle, on appelle ça les réunions des familles, je discute et puis je parle du cas de ma fille, qui était donc fonctionnaire, qui était donc dans un travail qui n'était pas encore adapté, parce que je ne savais pas qu'on pouvait demander une RQTH, reconnaissance de l'handicap. J'étais au tout début de commencer à voir clair dans cette histoire. Et donc les personnes, effectivement, ont été très chaleureuses et m'ont tout de suite dit on va en discuter, parce que moi aussi j'ai une fille qui était fonctionnaire et faudra faire attention parce qu'ils vont vouloir la virer. Et j'en suis à l'heure actuelle, justement, là, en ce moment, où ils veulent la virer, parce qu'elle manque trop. Elle manque trop, elle a un travail, c'est vrai. Ils ont adapté son travail, ils ont adapté ses horaires. J'ai rien à leur reprocher, puisque c'est la bibliothèque de la fac, ici, puisque je l'ai fait venir ici, hein, de Paris. Et donc, voilà, elle manque trop. Donc forcément, même en ayant des horaires, elle vient plus tard, puisqu'elle a beaucoup de médicaments. Elle vient plus tard, elle quitte plus tôt, etc. Ils lui donnent un travail voilà, spécialement pour qu'elle puisse faire quelque chose. Mais là, depuis le Covid, ça a été une catastrophe. Elle n'a pas repris le boulot. Donc ça y est, la commission s'est réunie, ils veulent la dégager, quoi. Donc, et ça, on m'avait déjà prévenu à la première réunion que ça allait se passer comme ça. Voilà. Le fait qu'on soit entré à l'UNAFAM, qu'on ait fait ces formations, on en est à penser que la maladie psychique, c'est une maladie comme une autre, et qu'elle n'est ni pire, ni meilleure que les autres, et qu'il faut la soigner comme telle, et que, ma foi, personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Mais franchement, avant, pour nous, ça n'existait pas. Avec nous parcours la France, oublie ton mal et ta souffrance, tourne pédale sur ton vélo, puis sur ton vélo. Car les richesses et leurs vertus, soigne la tête la plus aiguë, peut-être auras-tu mal aux fesses, s'il y a mal aux fesses. Dans ton village, t'as peu d'amis,
c'est incompris.